Delphine aussi, oui. Bonjour, mon nom est Jean-Maurice Ripert, je suis ambassadeur de France et président de l'Association française pour les Nations Unies et il me revient la tâche heureuse d'ouvrir ce colloque. Monsieur le directeur au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame la directrice à l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, bonjour aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur Internet. Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui, au nom de l'Association française pour les Nations Unies, dans le cadre des célébrations par la France du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris, à quelques pas d'ici, le 10 décembre 1948. Je voudrais immédiatement remercier chaleureusement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a mis à notre disposition ce prestigieux centre de conférences international. La gratitude de l'AFNU va à toutes les équipes du ministère qui ont œuvré pour rendre cela possible, en particulier à Delphine Borione, l'ambassadrice française pour les droits de l'homme, à la mission de la gouvernance démocratique, pour son soutien décisif dans l'organisation de notre rencontre d'aujourd'hui, et également à notre partenaire, la Fondation René Cassin, et à son président Emmanuel Decaux, qui a été le moteur de l'organisation de notre rencontre aujourd'hui. Et je ne veux pas non plus oublier Jérémy Mercier, le pilier de l'AFNU, pour son dévouement et son efficacité. Mesdames et messieurs, il y a 75 ans, des hommes et des femmes de bonne volonté, visionnaires, ont proclamé solennellement leur espoir que le monde en avait fini une fois pour toutes avec les horreurs qu'il venait de traverser. Leur conviction était, pour citer la Déclaration, que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et les droits proclamés par la Déclaration constituaient le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ils inscrivaient bien leur démarche dans la ligne de la création, quelques années plus tôt, d'une organisation des Nations Unies dotée d'une charte destinée précisément à garantir le droit de tous les peuples à la paix et à la solidarité, et celui de tous les êtres humains à la liberté et à la dignité. La défense et la promotion de ces droits humains, universels et inaliénables, n'a pourtant, hélas, pas cessé, depuis 1948, de connaître des soubresauts, des progrès et des reculs. Guerre entre États, conflits internes, instauration de régimes dictatoriaux, terrorisme aveugle, violation généralisée des droits humains dans certaines régions de la planète, atteinte aux libertés fondamentales, rien n'aura été épargné à des millions de citoyens du monde. Avec au cœur de ces atrocités, toujours les mêmes victimes, des femmes, des enfants, en particulier les filles, des civils. L'immense travail dévoué et tenace des défenseurs des droits humains, des associations, des ONG, des médias, mais aussi des Nations Unies et des démocrates du monde entier, a permis d'adopter, au long de ces dernières années, de nouveaux textes et de les doter de procédures d'application et parfois même de sanctions. Presque toutes les formes de discrimination sont aujourd'hui condamnées par la communauté internationale et les pressions exercées sur ceux qui les commettent portent parfois leurs fruits, parfois seulement, hélas.
Dans le même temps, les Nations Unies se sont dotées d'instruments nouveaux, comme les mécanismes de la responsabilité de protéger dans le domaine humanitaire et la création sous ses auspices de la Cour pénale internationale. Il s'agissait d'agir plus efficacement sur le terrain lorsque se produisent des catastrophes d'origine naturelle ou humaine et de chercher à en punir les responsables. Ce sont des avancées du droit décisives. Le problème, comme souvent, est son application. Cela n'a pas suffi face à ceux qui décident ouvertement aujourd'hui, ouvertement et publiquement, s'exonérer des droits humains et du droit international, voire de les combattre. La contestation est forte, qui gagne aussi le cœur de démocraties bien installées un peu partout à travers le monde, y compris chez nous en Europe. Les catastrophes planétaires causées par le réchauffement climatique, la dégradation de la biodiversité, les crises alimentaires et sanitaires, le terrorisme semblent justifier aux yeux de certains le retour au nationalisme, à l'égoïsme, au repli sur soi, au rejet de l'autre. Pourtant, il est fallacieux de croire que le retour à la généralisation des rapports de force et le rejet du multilatéralisme qui va avec serait capable d'apporter des réponses efficaces et durables à ces nouvelles plaies du monde. À l'Association française pour les Nations Unies, nous pensons que c'est au contraire, par un retour à un multilatéralisme réel et efficace, par le respect, et par le dialogue et par le respect du droit, de l'ensemble de ces droits humains universels et inaliénables, que l'humanité progressera à nouveau. C'est à nourrir cette conviction que serviront les travaux de notre rencontre, à laquelle participent, et nous les en remercions à l'avance, des experts venus des 4 coins du monde. Ils seront porteurs, nous n'en doutons pas, d'échanges très libres, d'idées nouvelles, de nouvelles raisons d'espérer, de nouvelles raisons de garder foi en l'homme, en son humanité, à sa capacité à faire triompher partout la liberté et la dignité de la personne humaine. Je vous remercie. Bon colloque. Je passe maintenant la parole à Emmanuel Decaux, professeur émérite à l'Université Paris-Panthéon-Assas, vice-président de l'Association française pour les Nations Unies et président de la Fondation René Cassin. Merci. Au nom de la Fondation René Cassin, je me joins aux remerciements de l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert en me réjouissant de vous retrouver nombreux dans cette salle où, il y a une douzaine d'années, nous avions organisé un colloque marquant l'entrée en vigueur de la Convention sur les disparitions forcées, le dernier instrument de base adopté dans le cadre des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Je tiens à saluer particulièrement les personnalités présentes, ainsi que tous les participants venus de loin ou intervenant à distance malgré le décalage horaire. Cette journée marque, avec quelques jours d'avance, le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a déjà dit et on le rappellera sûrement comme un leitmotiv aujourd'hui. Ce vote de l'Assemblée générale, car il s'agit d'un vote quasi unanime, est aujourd'hui gravé dans le marbre et lie tous les États membres des Nations Unies. La Déclaration universelle est devenue le socle de tout le système international de protection des droits de l'homme, dans le cadre universel comme à l'échelon régional, transrégional et sur le plan interne. Dans un nouveau siècle, secoué par les catastrophes, les crises et les guerres, on peut s'interroger sur le sens d'un tel anniversaire, alors que les objectifs de la Déclaration, un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la misère et de la terreur, sont loin d'être atteints. Mais c'est oublier que la Déclaration n'a pas été conçue par des naïfs ou des utopistes pour des temps tranquilles. Elle s'inscrit dans le droit fil de la Charte de 1945, dont le préambule, dès les premiers considérants, souligne avec force la volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances.
Et pour ce faire, elle entend proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des femmes et des hommes, ainsi que des nations, grandes et petites. » Fin de citation. À l'échelle d'une vie humaine, c'est bien l'expérience tragique de René Cassin, parmi tant d'autres, ce jeune professeur de droit, grand blessé et invalide de guerre dès octobre 1914, partisan de la SDN avec Herriot et Briand, avant d'être un des premiers résistants de la France libre, aux côtés du général de Gaulle, en juin 1940, engagé dans toutes les négociations interalliées sur les futures organisations internationales, notamment l'UNESCO. En recevant le prix Nobel de la paix en 1968 pour sa contribution à la rédaction de la Déclaration universelle en tant que membre de la Commission des droits de l'homme présidée par Madame Roosevelt, René Cassin a rappelé le combat de ses frères d'armes pour la liberté et la dignité contre le racisme et la barbarie. La Déclaration universelle doit rester aujourd'hui plus que jamais notre boussole morale et notre ancrage juridique au milieu des tempêtes. Il est trop facile de dire tout ce qu'il n'y a pas dans la Déclaration, de vouloir la déconstruire, la réécrire, au lieu de la promouvoir et de la défendre. C'est le sens de cette journée, avec des intervenants venant de tous les horizons, pour réaffirmer l'idéal commun à atteindre, sachant que ce combat ne sera jamais achevé. L'an 2023 marque aussi l'anniversaire de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne, qui a été un grand pas en avant. Stéphane Hessel, qui dirigeait la délégation française avec beaucoup de brio, disait en aparté « Je m'efforce de faire que la déclaration soit un peu moins mauvaise que ce qu'on pourrait craindre ». Je crois que la déclaration et les programmes d'action ont été un grand succès en raison de cette énergie même. 30 ans après, face au lendemain qui déchante, c'est le même pessimisme de la volonté qui doit nous inspirer et nous mobiliser, le même esprit critique et la même énergie créatrice au service du progrès des droits de l'homme. Merci de votre présence. Merci Emmanuel. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Delphine Borionne, ambassadrice française pour les droits de l'homme, qui va nous lire un message de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Monsieur le Président de l'Association française des Nations Unies, cher Jean-Maurice Ripper, Monsieur le Président de la Fondation René Cassin, cher Emmanuel Decaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en effet, ne peut être parmi nous ce matin, puisqu'elle est en Australie, et elle le regrette beaucoup. Il m'a demandé de délivrer en son nom ce message. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot comme idéal commun de tous les peuples et toutes les nations. Ce texte fondateur continue d'être le socle essentiel d'un monde qui se veut plus juste, plus libre, plus prospère et plus pacifique. Il énonce des principes et des droits et des libertés indispensables à l'état de droit et à la démocratie. La France se devait de célébrer ce 75e anniversaire. Elle le devait à plusieurs titres, parce qu'elle fut le pays hôte de la signature, parce qu'elle fut aussi un pays précurseur avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte au sens propre révolutionnaire qui expose les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, par l'apport personnel de René Cassin dans sa conception et sa rédaction, et enfin par la place que tiennent les droits de l'homme dans notre Constitution, dans notre système juridique, ainsi que dans notre diplomatie et notre action extérieure. Je suis donc particulièrement heureuse que vous ayez choisi d'organiser cette conférence sur l'apport de la DUDH au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette déclaration universelle a été et continue d'être une source d'inspiration fondamentale pour les efforts entrepris au niveau national et international pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle a inspiré directement le Pacte des droits civils et politiques et le Pacte des droits économiques et sociaux qui forment avec la déclaration cette Charte des droits de l'homme des Nations unies.
Et on peut se réjouir de voir progresser la ratification de ces textes internationaux majeurs pour atteindre aujourd'hui respectivement 173 et 171 États membres. Ce n'est pas encore l'ensemble des pays du monde, mais cela progresse et la diplomatie française y travaille activement. Les principes posés par la DUDH, qu'on dit souvent non contraignants, mais trouvent une portée juridique très concrète également au niveau régional, dans des textes contraignants au fondement de systèmes juridiques puissants, comme en Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Parallèlement, la justice internationale s'est renforcée. Ainsi, avec la création de la Cour pénale internationale de 1998, s'est construit un nouvel ordre juridique mondial où personne, pas même les chefs d'État, ne sera à l'abri de poursuites en cas de crime contre l'humanité. Bien sûr, ce qui reste à accomplir est immense. Qu'est-ce qu'un droit qu'une partie seulement des États applique? Qu'est-ce qu'un droit dont la violation n'est pas sanctionnée? L'objectif de la diplomatie française de ce point de vue est clair. C'est la ratification universelle et l'application réelle des traités et des conventions existantes. Notre priorité, c'est aussi la réalisation concrète de tous les droits. Et la période de 1948 aux années 2000 a montré de multiples progrès. Mouvements de décolonisation, diffusion de la démocratie et de l'état de droit, instauration de justice internationale et régionale, recul de la peine de mort, développement de programmes d'éducation et de santé, progression de l'égalité entre les femmes et les hommes, recul du travail des enfants, et j'en passe. Cette dynamique de progrès, hélas, a subi un arrêt et même parfois des reculs depuis le début des années 2000, et le constat aujourd'hui est amer. Les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme sont encore trop souvent bafoués, comme le révèlent aussi bien les rapports internationaux que nos diplomates sur le terrain. Les actes de torture, de mauvais traitements sont encore exercés dans 3 pays sur 4 selon Amnesty International. Trop souvent, les opposants politiques sont réduits au silence, la liberté d'expression est violée, l'administration de la justice reste arbitraire, les minorités sont persécutées, les guerres et les conflits armés font rage, le terrorisme montre son visage monstrueux au dépit et au niant toute dignité humaine, et les populations civiles et surtout les femmes et les enfants payent le prix très cher, trop cher, des conflits non résolus ou des prédations de territoire. Et dans certains pays, l'égalité entre hommes et femmes ou le droit des personnes LGBT recule et les droits des femmes sont annihilés. Alors quel est notre rôle face à ce constat? Bien sûr, il est d'agir. Fidèle à son esprit et à son histoire pionnière, la France a ratifié les principaux instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme. Elle est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies où elle vient d'être réélue pour un nouveau mandat et où elle va travailler avec tous ses partenaires ainsi qu'avec l'Union européenne, la société civile, les organisations internationales pour défendre l'universalité des droits de l'homme, le respect des libertés et droits fondamentaux et le renforcement de la coopération internationale. Quelques mots rapides sur nos priorités actuelles. Notre combat pour l'abolition universelle de la peine de mort en tout lieu et toutes circonstances est l'une de ces grandes priorités. Et nous nous réjouissons de voir chaque année quelques pays rejoindre le camp abolitionniste. C'était 4 pays en 2022, cette année c'est le Ghana. Mais nous continuons notre combat pour abolir cette peine cruelle, injuste et inefficace. La France poursuit sa lutte contre toutes les haines et toutes les discriminations. Elle poursuit avec force son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et le droit des femmes, et notamment les droits sexuels et reproductifs, à travers sa diplomatie féministe très active. Elle défend le droit des enfants, des personnes LGBT. Elle soutient l'accès de tous aux droits économiques, sociaux et culturels, santé, éducation, sécurité alimentaire, lutte contre le changement climatique et droit à un environnement sain. Cela, elle le fait sur le terrain par l'intermédiaire de son aide publique au développement, qui est la 4e au monde. Et parce qu'il existe un lien indissociable entre la réalisation des droits humains et l'atteinte des objectifs du développement durable, nous intégrons désormais une approche fondée sur les droits humains à l'ensemble de nos actions de coopération au développement.
Parmi nos autres priorités, c'est la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la liberté de la presse, si essentielle au bon fonctionnement des démocraties, et nous voyons les ravages que font les manipulations de l'information. Oui, le combat pour les droits de l'être humain est toujours d'actualité, autant pour ses droits civils et politiques que sociaux, économiques et culturels, qui forment un tout indivisible et interdépendant. Et alors que nous allons fêter bientôt aussi le 10 décembre, le 25e anniversaire de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme, je veux souligner notre action en faveur de ceux qui s'engagent pour défendre les droits et les libertés, parfois au péril de leur sécurité, voire de leur vie. Si les droits existent et sont respectés, c'est parce qu'ils se battent. Notre pays dispose de multiples programmes de soutien à ses défenseurs envers les artistes, les chercheurs, les avocats ou les journalistes. Et à l'initiative du président de la République, nous avons développé cette nouvelle initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme, qui finance davantage de défenseurs sur le terrain et accueille chaque année en France des défenseurs de droits sélectionnés pour poursuivre un programme personnalisé de renforcement de capacité. Je tiens pour conclure à saluer l'action de l'Association française des Nations unies pour faire connaître l'action des organisations onusiennes et celle de la France dans ce domaine. Notre pays a joué un rôle moteur à la création et pour renforcer le poids des Nations unies. Et vous, Monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert, qui avez été représentant permanent de la France auprès de l'ONU, vous le savez mieux que quiconque. Renforcer le multilatéralisme et la coopération internationale pour vaincre les défis de la paix, de la sécurité et du développement sont plus que jamais nécessaires à l'heure où le monde est plus que jamais frappé par la fragmentation des sociétés, la remise en cause des droits et libertés et des conflits. Merci aussi à la Fondation René Cassin, au professeur Emmanuel Decaux, pour l'action de recherche, de formation et d'enseignement que vous menez. Cette conférence que vous organisez aujourd'hui sera une pierre marquante dans cette semaine des droits de l'homme, durant laquelle sont organisées de multiples manifestations, avec notamment un événement au Palais de Chaillot le 10 décembre, qui sera clôturé par une intervention du président de la République. Mesdames et messieurs, les signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme savaient que l'intolérance, le racisme, la pauvreté ou les conflits armés ne s'arrêteraient pas devant la seule force des mots. Mais ils voulaient, par un engagement solennel, en appeler à la conscience humaine et à la conscience universelle pour faire respecter la dignité de chacun de ses membres. Que cela nous inspire aujourd'hui et demain, nous-mêmes et les générations à venir. Tous mes vœux pour cette conférence, avec la certitude que vos analyses permettront d'éclairer encore davantage notre compréhension et renforceront notre capacité d'atteindre cet idéal commun au bénéfice de tous les peuples et de toutes les nations auxquels nous appelaient les signataires de la Déclaration. Je vous remercie. Merci, Madame l'ambassadrice. Maintenant, je suis heureux de passer la parole à Monsieur Mahaman Sissegourou, chef de la division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l'homme et des instruments relatifs aux droits de l'homme au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Bonjour. Madame l'ambassadrice des droits de l'homme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le Président de l'Association française pour les Nations unies, Monsieur le Président de la Fondation René Cassin, Madame la Directrice de la Division de la Recherche, de l'Éthique et de l'Inclusion de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités respectifs, distingués participants et participantes, tout protocole respectueusement observé. Avant toute chose, permettez-moi, au nom du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, qui regrette de ne pouvoir être ici ce matin avec vous pour cette commémoration, de vous transmettre ses meilleurs souhaits et exprimer sa gratitude aux organisateurs de nous avoir associés à cet important événement. Nos remerciements vont tout particulièrement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
à l'Association française pour les Nations unies et à la Fondation René Cassin. Mesdames et Messieurs, secoués par 2 guerres mondiales et par des événements cataclysmiques, il y a 75 ans, les États adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'engageant ainsi à protéger et à faire progresser les droits de chaque être humain. 45 ans plus tard, le monde s'est à nouveau réuni en juin 1993 pour adopter la Déclaration et le programme d'action de Vienne. Ces 2 instruments que nous commémorons cette année sont fondamentaux, en ce sens que la Déclaration universelle des droits de l'homme a jeté les bases du régime contemporain des droits humains qui couvre tout l'éventail des droits, les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et le rôle important joué par René Cassin dans le processus qui a mené à l'adoption de ce texte fondamental n'est plus à démontrer. Et c'est également pour lui rendre hommage que nous sommes ici aujourd'hui. La déclaration et le programme d'action de Vienne ont réaffirmé l'indivisibilité et l'universalité de ces droits et ont ouvert la voie à la création du Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces textes ont inspiré des changements réels et positifs dans le monde entier. Nous constatons que des efforts ont été déployés et continuent à être déployés pour garantir que les droits de l'homme soient au cœur de l'action des États et des Nations Unies dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement. En effet, depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, les droits humains ont été davantage garantis et reconnus dans le monde entier, notamment, entre autres, à travers l'amélioration des droits des femmes, des droits des enfants, ainsi que le droit des populations autochtones à conserver et à préserver leurs terres et leur culture, et à travers l'abolition de la peine de mort dans de nombreux pays. Ces progrès, qui trouvent leur origine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont la preuve que les droits humains nous rassemblent et apportent des solutions à nos plus grands défis. Cependant, force est de reconnaître que nous avons encore un long chemin à parcourir pour que le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit une réalité pour tous. En effet, de nos jours, les atteintes aux droits humains sont nombreuses et multiformes et trop souvent commises en toute impunité. En outre, les changements climatiques, les conflits, les discours de haine, le rétrécissement de l'espace civique, la gouvernance des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle et d'autres défis, exigent des réponses basées sur le respect des droits humains. Distingués participants et participantes, pour réaliser les idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le chemin à parcourir nécessitera l'engagement continu de tous les acteurs, tant au niveau national qu'au niveau régional et international, et nous comptons sur le soutien de chacun pour qu'ensemble, nous fassions de la jouissance de tous les droits humains, partout, à travers le monde, une réalité. Je suis convaincu que les réflexions qui émaneront des 3 tables rondes prévues dans ce programme de ce jour y contribueront grandement. C'est également dans ce but que le Haut-Commissaire organise un événement de haut niveau en début de semaine prochaine à Genève. En effet, si nous sommes guidés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses promesses de liberté, d'égalité et de justice pour tous, ce qui semble insurmontable peut être atteint. Nous espérons que ces commémorations seront l'occasion de forger ensemble les engagements transformateurs et novateurs qui répondent aux défis des prochaines décennies. C'est le lieu de remercier la France pour le soutien politique et financier qu'elle apporte au Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
et reconnaître le rôle important qu'elle a joué et continue de jouer pour faire avancer la cause des droits humains, notamment dans la lutte contre ou dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort, dans la lutte contre les disparitions forcées, la lutte contre les détentions arbitraires et contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Avant de conclure, permettez-moi de saluer les éminents experts et panélistes et souhaiter que les échanges de ce jour contribuent à nous remobiliser autour des droits de l'homme. Ensemble, revitalisons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensemble, démontrons comment elle peut répondre aux besoins de notre temps et faisons avancer sa promesse de liberté, d'égalité et de justice pour tous. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur. Je suis heureux maintenant de passer la parole à Madame Angela Melo, directrice pour, alors attendez, c'est compliqué, la recherche, l'insertion et l'éthique à l'UNESCO. Madame, vous avez la parole. Bonjour. Madame l'ambassadrice des droits de l'homme du ministère des Affaires étrangères en France, Excellences, Monsieur le directeur du Conseil des mécanismes des droits de l'homme du Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est un nom long, des Nations Unies. Je reconnais aussi professeur Emmanuel Decaux, avec qui je travaille depuis longtemps, mais après on s'est perdu. Mais là maintenant, on revient aux origines. Merci beaucoup de nous avoir invités aussi. Mesdames et messieurs, je vois beaucoup de jeunes et ça fait un plaisir pour moi de vous voir. Vous êtes la génération présente et future et il faut se battre pour la défense et promotion des droits de l'homme. Sinon, il faut aussi s'associer aux décideurs politiques parce qu'eux ont le pouvoir de faire les politiques, mais les autres ont aussi le pouvoir d'agir. Je reconnais aussi mon collègue, ex-collègue, professeur M. Singh, avec qui je travaillais aussi sur le droit à l'éducation, un champ assez important au niveau de dissémination des droits de l'homme et de la connaissance. Alors, je suis particulièrement heureuse de représenter l'UNESCO à cette occasion. L'UNESCO, comme vous le savez, a pris une part active à l'élaboration et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Grâce à une étude sur leurs fondements philosophiques dans toutes les cultures, nous avons commencé à jeter les bases de l'universalité des droits de l'homme. En outre, l'UNESCO a été la première entité des Nations Unies. Je ne sais pas si mon collègue sera ravi, mais c'est la réalité, à reconnaître l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par une résolution dès le lendemain de son adoption, nous États membres en ont fait une référence pour tous les domaines de notre action. Les anniversaires appellent à une réflexion sur les réussites et les échecs. Mais si nous pouvons apprendre des réussites, ce sont les échecs qui nous rendent plus sages. Ce sont les échecs qui révèlent nos points faibles et indiquent les améliorations nécessaires. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la précédente, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle? Sans l'ombre d'un doute, les défis sont plus grands. Et la réalisation des objectifs cruciaux tels que les ODD semble plus difficile à atteindre qu'il y a 5 ans. Permettez-moi de commencer par la promotion de la paix, la raison d'être des Nations Unies. Le monde est confronté au plus grand nombre de conflits violents, de guerres, depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2 milliards de personnes
soit un quart de l'humanité, vivent dans des zones touchées par de tels conflits. Il n'est pas surprenant que le sentiment de sûreté et sécurité des citoyens soit au plus bas dans presque tous les pays. 6 personnes sur 7 dans le monde souffrent d'un sentiment d'insécurité et vivent concrètement, dans certains pays, dans cette insécurité. La pauvreté persiste et revêt de nouvelles caractéristiques. La pauvreté d'aujourd'hui et de demain se retrouve en grande partie en Afrique subsaharienne et dans les États fragiles et touchés par des conflits. D'ici 2030, les pays d'Afrique subsaharienne représenteront 9 des 10 pays les plus pauvres en termes de taux de pauvreté, également en raison d'une augmentation de 11% de la pauvreté provoquée par la pandémie de la Covid-19. 60% des pauvres du monde vivront dans des États fragiles et touchés par des conflits. Nous nous attendons également davantage de foyers de pauvreté dans les pays à revenus intermédiaires. La pauvreté cause un immense stress et une souffrance portant atteinte à la dignité humaine. Le contexte mondial actuel de populisme croissant et de conflits constitue un terrain fertile pour la division, la haine, la xénophobie et un tournant inquiétant contre l'acceptation de la diversité. Il est compréhensible qu'à l'échelle mondiale, environ 1 personne sur 5 déclare être victime de discrimination pour des motifs interdits par le droit international des droits de l'homme. Mais il y a des avancées également qu'on a entendues tout à l'heure, parce que sinon le cadre serait très noir et la vie n'est pas comme ça. Il y a des avancées, mais j'aimerais soulever ce qui ne marche pas, n'est-ce pas? Face à cette prise de conscience, nous devons faire de cet anniversaire une opportunité de changement. Tout d'abord, il faut se recentrer sur la défense de la dignité humaine. La lutte contre la discrimination doit être au centre de cet effort. Nous savons que la discrimination n'est pas innée. Grâce à des actions et des politiques publiques et des stratégies appropriées, elle peut être désapprise. Et on a vu qu'il y a des pays où il y a des avancées sur la lutte contre la discrimination. L'élimination de la violence à l'égard des femmes doit être un combat sans relâche de la part des leaders politiques à tous les niveaux, de concert avec toute la société civile, y compris les hommes, les garçons. Et là, on parle de masculinité positive, parce qu'il y a une masculinité négative, et là, on parle de masculinité positive. Il faut engager nous hommes et les garçons également dans ce combat. Et pour cela, nous devons rassembler l'ensemble de la société, mettre au point des gouvernances inclusives et participatives. C'est un message fort qui est ressorti du 3e Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO qui s'est tenu à São Paulo, au Brésil, la semaine dernière. Deuxièmement, une transformation du strict respect du principe de l'indivisibilité des droits humains. J'aime dire droits humains plutôt que droits de l'homme, mais la terminologie, c'est droits de l'homme. OK, on accepte. 75 ans plus tard, cet droit contenu dans la Déclaration universelle reste en marge des débats et des efforts de mise en œuvre. Cela s'applique notamment aux droits culturels et au droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Nous devons tirer les leçons du défi récent, notamment de la pandémie de Covid-19, pour donner de l'importance à ces normes. La récente action normative de l'UNESCO, avec une série de recommandations adoptées depuis 2017, ouvre la voie à un investissement accru dans la science axée sur le droit de l'homme, où la coopération internationale joue un rôle majeur pour la réalisation de ce droit. Nous avons entendu notre oratrice ici qui a parlé de l'importance de la coopération, d'intégrer dans la coopération internationale
les droits humains, une approche basée sur les droits humains. Troisièmement, nous devons permettre aux voix critiques de se faire entendre. Nos sociétés ont besoin d'espaces ouverts permettant aux journalistes, aux éducateurs, aux artistes et aux scientifiques d'exprimer leur opinion sans crainte et sans ingérence. Les données sur le statut de ces groupes professionnels sont un peu inquiétantes. Cela doit changer. Conscients de cela, les États membres de l'UNESCO ont reconnu il y a quelques semaines à peine, lors de sa 42e session de sa conférence générale, la nécessité d'un programme sur la liberté et la sécurité des scientifiques. Quatrièmement et dernier point, nous devons anticiper les défis du futur en établissant des normes appropriées et en investissant dans leur mise en œuvre. Un exemple est le travail de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle, le EI, axé sur les droits humains, y compris la discrimination faite aux femmes par les algorithmes, étendue à la discrimination à l'égard des femmes dans la programmation de l'intelligence artificielle. Il y a très peu de femmes programmatrices ou developers dans l'intelligence artificielle. Les travaux naissants sur l'éthique des neurotechnologies vont dans la même direction. Notre recommandation sur l'intelligence artificielle fournit un cadre largement accepté pour prévenir les biais des algorithmes et les abus associés, tout en permettant d'exploiter pleinement leur potentiel. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité d'avancer et de progresser. Mais il faut des règles, des normes, des stratégies et la protection basée sur le droit de l'homme. On estime que l'intelligence artificielle avancée engendrera au cours de ce siècle une croissance annuelle explosive du PIB à l'auteur de 30%. Mesdames et messieurs, si la réponse aux défis actuels n'est qu'une consternation, alors cet anniversaire sera une nouvelle occasion ratée. Mais je ne pense pas. On va avancer, n'est-ce pas? Cet anniversaire marquera le début d'une nouvelle ère que si chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, cesse d'être spectateur et devient agent de changement. Je pense que nous tous nous engageons à ce compromis, n'est-ce pas? Merci beaucoup de votre attention. Je suis heureux maintenant de vous annoncer un moment un peu particulier pour lequel je vais vous demander, pour des raisons que vous comprendrez facilement, d'observer le plus grand silence. Nous allons passer la parole. Je vais passer la parole à quelqu'un qui a joué un rôle majeur, qui joue un rôle majeur dans cette aventure des droits humains en France. Je dis droits humains comme vous, madame, au plus grand dépit de certains juristes, qui est Robert Badinter. Et Robert Badinter a accepté, à titre exceptionnel, de nous donner un court interview que nous allons vous passer. Je rappelle pour les plus jeunes que Robert Badinter a été un homme éminemment important dans la vie politique française, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre. Bien sûr, la loi abolissant la peine de mort en France est restée célèbre. Ça a été un moment très important. Il est allé défendre ensuite cette idée aux Nations Unies. Il a présidé aux célébrations du 50e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains il y a quelques années. Et enfin, et c'est moins connu, il était très engagé au sein des Nations Unies, et notamment, je me souviens quand j'étais directeur des Nations Unies, que nous avions obtenu, notamment parce qu'il avait été un des initiateurs, là aussi c'est peu connu, de la justice pénale internationale, puisque c'est lui à qui le président Mitterrand avait demandé de réfléchir à des mécanismes à l'époque des épouvantables guerres dans les Balkans. Et il a fait partie du groupe de ce qu'on appelait les éminentes personnalités mises en place, personnalités qui venaient du monde entier, mises en place par Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies à l'époque, pour préparer le sommet mondial de 2005, dont je répète toujours qu'il a été le plus grand sommet de l'histoire, puisqu'il y avait plus de 180 chefs d'État et de gouvernement réunis à New York.
Et c'est notamment ce sommet qui a consacré à la fois le concept de responsabilité de protéger, cher au cœur de tous les humanitaires, et qui aussi a fait officiellement des droits humains le 5e pilier de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est un homme qui a joué un rôle fondamental dans l'évolution, la partie positive de l'évolution de la défense et de la promotion des droits humains aux Nations Unies. Je vais demander qu'on nous passe la bande, et donc encore une fois, pardon, la qualité du son n'est pas exceptionnelle, mais c'est vraiment un témoignage exceptionnel. L'histoire de la déclaration, c'est une histoire dans un temps qui voit des affrontements autour du concept même de droits de l'homme, et puis la chute politique d'un des protagonistes fait que la vision de l'autre a triomphé, et ça a été les 10 ans que j'évoquais, et puis après, nous savons tous ce que c'est devenu. Vous voyez, je ne suis pas porteur d'autre chose que d'une très longue histoire et d'un très long conflit, suivi d'un armistice, et puis ensuite on est retombé dans le conflit ouvert. Et nous y sommes. Alors, la caractéristique aujourd'hui des droits de l'homme, c'est, je dirais, c'est la crise des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la notion même de droit de l'homme a été profondément atteinte par la multiplicité ou la diversité des groupes qui voulaient que soit reconnu leur droit de l'homme. Mais une chose est d'admettre le principe de l'universalisme, autre chose est de découper en segments les différentes catégories de bénéficiaires de droits de l'homme. Car ce n'est pas le moment d'envisager cette étude complexe, mais il est certain que le contenu des droits de l'homme s'est voulu un réel pendant très longtemps, jusqu'à la chute du mur de Berlin, du temps des puissances socialistes, et puis ensuite il y a eu le triomphe des droits de l'homme, je dirais, à la façon occidentale, classique. Et maintenant, chaque communauté, je dirais, dans une espèce de volonté d'exister publiquement et à égalité avec les autres communautés, veut avoir ses droits de l'homme. Tout ça a engendré une diversité, une multiplicité qui, à mon sens, a enlevé aux catégories, à l'universalisme des droits de l'homme, une certaine, une force, même certaine
terme d'aujourd'hui. Nous transmettrons notre gratitude collective à Robert Badinter. Je pense qu'il pose beaucoup de questions, en réalité, qui vont permettre de nourrir les débats. Et à titre personnel, moi, je suis très heureux de cette insistance sur la notion de dignité, qui est au cœur aussi de ce concept que j'aime beaucoup, inventé par nos amis canadiens, qui parlent ni des droits de l'homme, ni des droits humains, mais des droits de la personne humaine, en mettant bien la personne humaine au cœur de ce que doit être notre défense de l'universalisme. Enfin, pour conclure, cette séance inaugurale, je suis heureux d'introduire Madame Nicole Questiot, ancien ministre spécialiste bien connu chez nous, en tout cas, et partout, je crois, dans le monde, des questions sociales, et qui a participé pendant de très longues années aux travaux de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, et qui va nous apporter son témoignage sur le président René Cassin. Vous m'avez bien voulu, à l'occasion de cet anniversaire, me demander un témoignage. S'il est vrai que, le temps passant, le groupe de ceux qui ont la chance de côtoyer René Cassin va diminuant, la prudence s'impose à moi. Ce grand homme d'action a assez peu écrit. Je n'ai pas le droit, parce que vous me demandez un témoignage, de refaire l'histoire, de le faire parler devant notre actualité. Je vais donc m'en tenir à ce que j'ai vu et entendu de mes yeux et de mes oreilles. J'évoque donc des moments, il y a près de 60 ans, qui relèvent déjà du regard de l'historien. Pourquoi est-ce que ma vie croise celle de René Cassin à un très bref moment, très bref de celui-ci, dans l'exercice de l'une seulement de ses multiples activités, celle de représentant de la France à la toute jeune Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Pourquoi est-ce que je le connais? Parce que je suis rentrée au Conseil d'État en 1955 et que c'est mon patron. Il en est encore le vice-président. Mais ce n'est pas un vice-président comme un autre. Il est arrivé auréolé d'une expérience incroyable. Il est professeur de droit dans l'université. Il ne vient pas du sérail, de la haute fonction publique, plus ou moins compromise à l'époque. Il vient de la France libre. Il sait toute la signification du droit public, puisqu'il est largement responsable du maintien à Londres d'un État France qui sera tout armé à la Libération pour se retrouver parmi les grands. Son passage au Conseil d'État non seulement est marqué par une jurisprudence qui contribuera de façon décisive au prestige du droit public, il sera aussi le créateur exactement de la juridiction administrative sur tout le territoire. Et pendant qu'il fait tout cela, il est aussi le négociateur inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Il va siéger parmi les premiers à la Cour européenne des droits de l'homme et en fin de compte la présider. Or, nous qui sommes jeunes à l'époque, nous trouvons dans ce vice-président-là quelqu'un qui nous fait confiance. Tout ce qui fut important, tout ce qui fut nouveau à l'époque au Conseil d'État fut confié à des collègues très jeunes. Voilà pourquoi j'ai été recrutée pour le suppléer éventuellement dans les longues sessions à New York et à Genève qui mobilisaient trop de son temps, et celui de Pierre Juvigny, un autre membre du Conseil d'État qui l'aidait aussi. Il ne me choisit pas pour mon expérience qui était nulle, mais parce que je parlais anglais et que j'avais un intérêt pour l'international. Et moi, j'accepte, tout à fait ébloui, évidemment. Donc, me voilà engagée dans une relation de travail très simple. Le suivre, écouter, d'abord à Paris, au Quai d'Orsay, où se discute la feuille de route de la délégation de la France avec la toute nouvelle commission consultative que le président a fait installer au Quai. Puis aux séances, dans les grandes salles de Genève et de New York, où je l'écoute,
et le cas échéant le remplace quand il s'en va. Il n'instaure aucune distance hiérarchique et privilège dont je mesure à l'époque le prix, il me parle, il raconte, car le président est par vocation un professeur. Par exemple, quand à Genève, il me ramène en voiture à mon hôtel, par exemple, qu'en quittant New York, il me laisse une lettre manuscrite pour me guider. Depuis cette date, et à travers des années marquées par tant de changements, je n'ai jamais retrouvé quelqu'un qui savait à ce point faire le pont entre les principes et la réalité. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour lequel l'avenir, à ce point, confirmait des positions apparemment isolées mais prémonitoires. Des principes, il était un porte-parole vivant. La déclaration dont il me parle n'est pas un exercice intellectuel. Elle a un objectif. Plus jamais cela, plus jamais la guerre, avec son cortège de malheur et de barbarie. Et ces paroles me sont dites par quelqu'un qui, malgré toute son expérience d'ancien combattant, de négociateur de l'entre-deux-guerres, ne se console pas de n'avoir pas pu empêcher une Seconde Guerre mondiale. Et ces paroles ont un sens pour moi, qui, à compter du débarquement des Alliés en 1942 en Afrique du Nord, n'ai plus vu mon père mobilisé dans les campagnes d'Italie et de France jusqu'à la victoire. Pourquoi la déclaration serait-elle un rempart ? Parce qu'elle parle de l'homme au sens universel. L'universalité des droits serait, croit-on, un terme avancé par René Cassin dans la négociation. On lui doit certainement beaucoup dans cette idée d'une conception universelle des droits, universelle et malgré la diversité des cultures, universelle parce qu'associant droits civils et politiques et droits économiques et sociaux. Il veut me le faire comprendre et surtout m'expliquer combien fut ardue et difficile la discussion de l'article 22 du texte qui insère au même plan que les droits politiques, les droits économiques, sociaux et culturels dans la déclaration. Voilà comment nous avons eu les Russes, me dit-il avec malice, en mettant sur le même point ces deux catégories de droits. Je peux alors le laisser parler, car j'ai retrouvé des écrits autobiographiques où il répète les mots mêmes qui me sonnent encore aux oreilles. J'eus alors l'idée de marquer dans un texte chapeau, umbrella, devenu plus tard l'article 22, les caractères communs à l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels de tout homme en tant que membre de la société, énumérés par les articles suivants, à savoir que leur satisfaction dépend de l'effort national et de la coopération internationale. Ma proposition, repoussée une première fois, apparut par la suite comme répondant aux exigences de la situation. Madame Roosevelt ayant proposé d'ajouter les mots « compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays », le texte fut voté et la Commission franchit ainsi un pas décisif. L'équilibre, une fois établi par elle entre les deux catégories de droits, n'a jamais été remis en cause au cours des perfectionnements réalisés plus tard. Les moments qui ont précédé cet accord sur cet équilibre ont été, à mes yeux, dit Cassin, parmi les plus pathétiques des travaux. En ayant laissé la parole à celui qui a écrit ces mots, je l'entends encore, brûlant les feux rouges genevois dans son enthousiasme, me raconter comment l'idée du compromis avait surgi dans son esprit. C'est que notre pays, la France, venait d'inscrire dans le préambule de la Constitution ces droits particulièrement nécessaires à notre temps. Avez-vous bien compris, disait-il à cette jeune collaboratrice inexpérimentée, que notre pays peut faire le pont entre les grandes conceptions de la société qui se partagent le monde. Du passage des principes aux consignes de l'action, d'autre part, René Cassin semblait avoir trouvé une sorte de secret. D'abord, il savait se faire écouter, et ce, par tout interlocuteur. Assise derrière lui dans les salles des Nations Unies, je fus toujours frappé par le respect que suscitaient ses prises de parole, même de la part des délégations arabes quand il était question du Moyen-Orient. Quand il s'en va et qu'il le remplace, je retiens dans mon souffle. J'ai encore une lettre de sa main où il me donne sa feuille de route. Notamment, faut-il ou non, sous le point d'ordre du jour, violation grossière des droits de l'homme, faire condamner la Grèce des colonels. Les opposants y sont persécutés, emprisonnés, disparaissent,
Le président n'a aucune illusion sur la possibilité de réunir à l'époque une majorité. Mais il me propulse tout de même dans l'initiative. Mais il me précise que si la Grèce devait être condamnée, je dois veiller à ce qu'elle demeure pour l'avenir dans le cadre régional des droits de l'homme. La résolution que je dépose n'a guère que ma voix, mais la France avait pris date, ce qui ne passa pas inaperçu en Grèce. Un magistrat grec, dont on avait dit dans ses discussions décevantes qu'il n'existait pas, vint un jour dîner chez moi pour me remercier. Il ne faut pas craindre d'être isolé, comme m'enjoint encore le président, en me passant commande à moi toute seule d'un premier rapport périodique de la France sur l'état des droits. J'aime mieux vous dire que les administrations sollicitées à l'époque furent assez avares de leur concours. Mais vous savez où on en est maintenant avec l'examen universel. Et René Cassin me pousse, que dis-je, il m'oblige à rédiger un article, moi, petite maître des requêtes, pour dire au président de la République que l'article 16 de la Constitution ne lui interdit pas juridiquement de faire ratifier par la France la Convention européenne. Cette ratification me remet en mémoire l'image la plus marquante à mes yeux de ce témoignage. C'est celle de René Cassin, sortant quasi en larmes d'une énième réunion de la commission consultative au Quai d'Orsay, au cours de laquelle, une fois de plus, il a demandé en vain cette ratification. Une fois de plus, il lui a été répondu, non sans arrogance, que la France des droits de l'homme n'a aucune leçon à recevoir. Il me suffit d'évoquer le souvenir dans le paysage juridique actuel, où chacun sait quel rôle la jurisprudence de la Cour européenne joue dans la préservation de nos droits et libertés. Un si grand rôle que parfois il gêne. Ce témoignage concerne donc, vous l'avez bien senti, un très bref laps de temps, un moment parmi d'autres de la vie de René Cassin. Vous avez peut-être l'impression que pour sa cause, il faisait un peu feu de tout bois. Je crois pourtant évocateur d'une attitude que Laurence Burgox-Larsen a très bien analysée. Pour cet homme, et je la cite, les principes se transforment en engagement, en entreprise pragmatique, emplie de la passion d'agir au service du bien commun. Engagement en faveur de l'égale dignité de l'être humain, engagement et foi dans la figure de l'État incarné par la République, et enfin, indéfectible engagement en faveur de la transmission par l'éducation. Il disait de lui-même « Je suis un intermédiaire ». Il doit encore exister, de par le monde, des personnes qui, comme moi, l'ayant rencontré, se sont crues tenues de rejoindre une longue chaîne d'intermédiaires. En leur nom, j'affirme que la déclaration n'est pas un acquis reflétant un état du monde figé dans les rapports de force du XXe siècle. Elle est un objectif. Elle a été portée, il y a si longtemps, par cet homme constructif, optimiste, persévérant. C'est ce qui me permet, en nos temps affligés, où tout ce que René Cassin a voulu prévenir, les guerres, toutes les guerres, celles en Europe et au Moyen-Orient, la barbarie, les victimes, toutes les victimes, que nous n'avons pas su protéger. C'est ce qui me permet de parler encore dans une réunion consacrée aux droits de l'homme. C'est ce qui me permet de croire qu'un autre monde est possible. Merci à Nicole Questiaux. Avant de marquer une première pause d'une quinzaine de minutes, je voudrais vous proposer de regarder une courte vidéo de René Cassin le 9 décembre 1948. Monsieur le Président, l'Assemblée fédérale des Nations Unies est sur le point de clore sa session en statuant sur le projet de déclaration que la Commission a voulu faire appeler Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai l'honneur d'apporter la ferme adhésion de la France à cet acte historique qui, 100 ans après la Révolution de 48
et l'abolition de l'esclavage sur toutes les terres françaises constitue une étape mondiale dans le long combat pour les droits de l'homme. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres. La guerre dernière a revêtu le caractère d'une croisade des droits de l'homme qui a été imposée au peuple libre par les tenants du fascisme et du racisme, aussi ennemis de l'homme qu'il l'était des autres nations et de la communauté internationale. Et il n'a pas fallu tellement de courage pour atteindre un tel résultat. La déclaration n'est ni magnanime, ni hardie, ni contemporaine dans sa teneur. Elle n'est même pas une promesse. Permettez-moi cette remarque d'un homme habitué à parler avec respect de l'esprit français. Cette déclaration n'est point conçue dans l'esprit français. Nos constitutions rassemblent tous les droits prévus par la déclaration, mais elles ne se bornent pas à les déclarer, elles les garantissent. C'est pourquoi la délégation tchécoslovaque exigeait constamment que la déclaration des droits de l'homme, qui est la première déclaration internationale de ce genre, contienne des garanties de réalisation immédiate et progressive des droits déclarés. La majorité votante ne considérait Nous posons pendant 15 minutes et nous nous retrouvons tout de suite après pour les tables rondes. Et je rappelle à chaque président de table ronde qui la présentera elle-même